Allô, allô, c'est Karine du blog et du compte Instagram Mon Coin Lecture et aujourd'hui, suite au Twitch de Il est bien ce livre où on a parlé de romans gothiques, je me suis laissée embarquer. J'ai décidé de tourner la vidéo prévue à ce sujet-là un petit peu plus tôt, vu que certains auraient voulu l'avoir pour l'Halloween. Donc je me suis forcée, je voulais avoir l'air gothique, j'ai fait une ligne de crayon en dessous de mes yeux. C'est un bel effort. Avant de commencer, je vais quand même préciser que je suis loin d'être une spécialiste en littérature ou en gothisme. Donc, est-ce que c'est possible qu'il y ait des erreurs, des mauvaises interprétations? Clairement. Est-ce que c'est grave? On va dire que non, mais vous pouvez me corriger dans les commentaires parce que j'aime apprendre. Mais faites-le gentiment quand même. En préparant la pile de livres pour cette vidéo-là, j'ai découvert que j'avais une idée de ce que c'était un roman gothique, mais que c'était pas super clair dans ma tête. Je vais essayer de vous définir ce que moi j'appelle un roman gothique, parce que j'avais tendance à me dire gothique, c'est genre un mood, un feeling. Puis j'avais tendance à penser que dès que ça avait l'architecture gothique ou néo-gothique, ça faisait gothique. Mais oui, mais non. En fait, non, c'est pas ça. Donc j'ai fait tout ça à l'envers, j'ai regardé les romans que j'avais sortis, puis j'ai dit c'est quoi les points communs? Et à force de réfléchir, ça a été long, j'ai quand même été capable de ressortir certains points en général. Je vous explique ce que moi j'appelle le roman gothique. C'est sûr que le gothique, c'est une atmosphère. On sent quelque chose de pesant, quelque chose qui est très sombre. Souvent aussi, on est dans une maison, un manoir, un lieu clos, quelque chose qui semble un peu maléfique. Ou du moins un endroit qui a énormément d'influence sur tous les protagonistes et sur leurs actions. On a aussi souvent une nature sauvage, déchaînée, qui est un peu épeurante. On a juste à penser à la lande, hein, dans les hauts de Hurlevent, c'est clairement dans l'atmosphère gothique. Et tout ça, ça fait que les personnages ont des émotions qui sont très très fortes, qui sont exacerbées et qui parfois peuvent le rendre pas nécessairement fiable parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, on ne sait plus qu'est-ce qui est imaginé. On a cette influence-là de l'atmosphère sur les personnages. Quand je regarde la pile, dans les plus vieux romans gothiques, on avait souvent une jeune fille naïve qui arrivait et qui se laissait complètement prendre par cette atmosphère-là. Dans les romans gothiques plus nouveaux, c'est plus nécessairement une jeune fille naïve, mais la maison prend tellement de place puis devient tellement oppressive qu'à un moment donné, ils se retrouvent un peu dans la même position, c'est-à-dire plus très fiables. Ils n'ont plus confiance en eux, à ce qui est réel, à ce qui ne l'est pas. Donc, je trouve que ça fait partie du mood gothique. Il peut y avoir du surnaturel, mais pas toujours. De même, c'est pas tous les romans de vampires qui sont gothiques, du moins pour moi. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait souvent un mystère dans le passé, qu'il y avait des prophéties, qu'il y avait quelque chose du passé qui venait influencer le présent. Et c'est pas des comparaisons, je sais qu'il y a un terme, mais là je le trouve pas. Pas des comparaisons, mais souvent ce qui se passe dans cette maison-là, c'est comme la matérialisation d'anxiété, de crainte, que ce soit par rapport à l'autre, que ce soit par rapport à l'inconnu ou des choses qui se passent dans la société. Il y a quand même un lien qui se fait à ce niveau-là. Le lien n'est pas toujours clair, il n'est pas toujours nommé, mais on voit ça et ça varie, ce lien-là, selon les époques, bien entendu. Alors, après avoir tout fait ça, je me suis dit, ai-je tout fait à l'envers? Est-ce que j'aurais pas dû plutôt aller voir les définitions? Tu sais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est plus brillant et plus érudit que moi qui a fait ça avant. En effet, c'était le cas. Le truc, c'est que pour les définitions, quand on va voir en anglais et en français, c'est un petit peu différent. En français, on fait un lien avec le roman noir. Entre autres, on parle de personnages assez caractéristiques et d'éléments assez caractéristiques que j'ai quand même pas mal résumé, mais il y avait des personnages avec des rôles plus clés. Mais roman noir, moi, ça m'allumait moins. En fait, quand j'hésite entre deux styles pour un roman avec le gothique, c'est plus avec l'horreur des fois. Donc, horrifique, gothique, je pense que pour moi, le lien est plus clair là, entre ces deux styles-là. Encore une fois, vous direz qu'un roman noir peut être horrifique. Je suis loin d'être une théoricienne de la littérature. Quand on va voir en anglais, ça ressemble beaucoup plus à ce que moi, je considérais comme un roman gothique. Eux autres, ils ont mis des beaux mots, là, ça c'est clair. Mais ils ont ajouté un concept intéressant auquel je n'avais pas nécessairement pensé. Gothique, on peut faire un lien avec le peuple Go ou Goth, je ne sais pas comment le prononcer. Bref, les Ostrogoths, les Wisigoths, cette gang-là, qui étaient des barbares. Donc, tout ce qui était gothique était considéré un peu barbare. Et quand on est arrivé au 18e, 19e siècle, ce qu'ils considéraient comme étant gothique, c'est quelque chose qui était ancien, qui était trop chargé, qui avait rapport au Moyen-Âge, qui faisait référence justement à cette architecture chargée du Moyen-Âge. Donc, on avait cette connotation-là quand on parlait de roman gothique. Et ça s'est démocratisé quand même par la suite.
Si on regarde aussi historiquement, les premiers romans appelés gothiques, il y en a 3 principaux que je n'ai pas lus, aucun des 3. Et là, je me dis, je me sens tellement légitime en ce moment de vous parler de romans gothiques alors que j'ai lu aucun des 3 piliers. Bravo à moi. Donc, vous savez à quel point vous devez prendre ce que je dis avec des pincettes. On parle donc du château de Trente de Horace Walpole, qui lui se situait dans un château à Otrante, je pense, ça doit être Otrante en Italie. On avait aussi un élément d'exotisme à ce moment-là. Ça se passait un peu dans des contrées lointaines, mais en fait, c'était beaucoup plus facile de mettre ça là, hein, c'était loin de nous. Il y a aussi Les Mystères du Dolphe de Anne Radcliffe, que je n'ai pas lu non plus, mais il paraît qu'il faut que je le lise parce qu'il paraît que je vais aimer ça. Et finalement, le premier roman gothique où il y a vraiment du surnaturel qui se passe, on a Le Moine de Matthew Lewis, et lui, il m'intéresse vraiment. Comme je ne les ai pas lus, je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, mais j'imagine qu'on est dans des châteaux avec des trucs qui font peur et des gens qui s'imaginent toutes sortes de choses. Le tout sur 800 pages, sinon c'est pas drôle. Si on va dans nos gothiques classiques, dans ceux que j'ai lus, on va commencer par le plus évident, qui est pour moi Dracula de Bram Stoker. Ouais, j'en profite pour vous flasher mes belles éditions. Donc, est-ce que je vais vraiment vous raconter l'histoire de Dracula? Je pense que tout le monde sait un peu de quoi ça parle. Cette figure-là est devenue une figure de la pop culture assez impressionnante. Puis moi, j'ai visité le château de Dracula en Transylvanie, c'est vrai, qui n'avait d'ailleurs rien à voir avec l'histoire. On a donc ce mystérieux personnage qui semble chassé parmi les paysans et on va avoir un groupe de personnes qui vont tenter de le traquer. Moi, j'ai adoré Dracula, j'ai vraiment aimé ça et c'est un des rares romans qui m'a vraiment fait peur parce que je l'ai lu ado quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dracula, c'est pas une histoire racontée de façon traditionnelle non plus. Si on regarde dans le livre, c'est souvent des documents, ce sont des lettres, ce sont des copies de choses qui ont été trouvées. Et on a là-dedans toutes les figures quand même assez typiques. La jeune fille en détresse, le chasseur qui va essayer de traquer le comte. Et moi, ce qui m'a fait peur là-dedans, c'est qu'il fallait inviter Dracula dans la maison. Et j'avais peur de l'inviter sans m'en rendre compte. Après l'avoir lu, j'ai dormi la lumière ouverte pendant un grand bout. Puis avant de m'endormir, là, je répétais « Dracula rentre pas dans ma chambre » 3 fois. C'est pas une blague. Oui, j'étais jeune. Ceci dit, dans ce roman-là, on avait vraiment tout ce qui fait le roman gothique, c'est-à-dire un château, un endroit qui fait peur, pris dans les montagnes de Transylvanie. On a des émotions qui sont exacerbées, une nature sauvage, tout est là. Autre roman gothique très connu, Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. On a donc cette histoire-là, cette maison-là qui a vu des choses quand même assez terribles. Le personnage de Heathcliff, le personnage de Catherine qui sont là et qui se font du mal tout le long du roman. Mais c'est dans un endroit isolé, c'est dans la lande. Et quand on arrive plus tard, parce que le roman commence avec un personnage qui n'a pas été témoin des choses, bien, on a des scènes qui sont quand même assez glaçantes, avec les branches qui sont dans la vitre et qui se confondent avec les doigts de Catherine qui veut entrer pour retrouver Heathcliff. On sent vraiment que ce qui s'est passé il y a plusieurs années a encore un impact sur l'atmosphère de la maison. Si on reste avec les Sœurs Brontë, on va parler de Jane Eyre que j'ai ici aux éditions Thibert et c'est trop beau. Il y a des illustrations là-dedans. Regardez, les pages sont toutes comme ça. Et hop. Alors, Jane Eyre est une jeune orpheline qui n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie et qui va se retrouver mariée avec Mr. Rochester, qui est un veuf beaucoup plus vieux qu'elle. Elle arrive dans sa maison et on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a des bruits étranges, on semble lui cacher des choses. On a aussi la nature qui est très présente et les émotions de la jeune fille qui est un peu naïve par rapport à tout ça sont exacerbées. Moi, c'est un roman que j'ai lu adolescente. J'ai beaucoup aimé ça, sauf que j'ai peur de le relire maintenant. J'ai peur que M. Rochester fasse de la peine à mon âme féministe. Fait que je veux garder mon bon souvenir. Dans des romans gothiques assez typiques, on a Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Là, mon livre a l'air gros, là, mais il y a plusieurs histoires là-dedans. C'est vraiment pas long, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Là-dedans, entre autres, on va explorer la dualité de l'âme humaine. On va explorer le côté sombre de certaines personnes et il y a vraiment un sentiment de doom qui plane sur toute la nouvelle. Autre roman, Frankenstein de Mary Shelley. Roman que j'ai lu ado mais que je voudrais vraiment relire parce que mon souvenir est assez flou en fait. Ce que je me rappelle, c'est que le monstre m'avait fait terriblement pitié là-dedans et je trouvais qu'il y avait une vraie réflexion. Oui, on a un monstre,
mais qui est responsable pour tout ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment le monstre ou c'est le docteur Frankenstein? Et je pense que ça fait aussi référence à une des peurs de l'époque, de l'automatisation, de qu'est-ce qu'un humain. Mais là, je m'avance peut-être parce que ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas lu. Une toute petite nouvelle qui est dans cette vibe-là aussi, c'est The Turn of the Screw de Henry James. Moi, c'est une nouvelle que j'ai beaucoup aimée parce que j'aime quand même les fins un petit peu ouvertes. On se retrouve avec une jeune femme qui arrive dans une superbe maison pour garder 2 enfants et il se passe des choses très, très, très étranges. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la narratrice qui est en train de sombrer dans la folie? C'est une question que le lecteur se pose tout au long. Plus récemment, il y a Ruth Ware qui a fait, selon moi, un genre de réécriture de cette nouvelle-là en beaucoup plus long. Ça s'appelle en anglais The Turn of the Key. Donc, vous voyez le lien, The Turn of the Screw. Mais en français, ça s'appelle La Clé du sang. On a également quelqu'un qui va garder des enfants et il se passe des choses étranges dans cette maison-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la narratrice qui se les imagine? On a vraiment une atmosphère qui se ressemble. Par contre, dans la nouvelle adaptation, on est très très loin des turrets gothiques et des gargouilles, là, parce qu'on est dans une maison ultra moderne. Donc, vous voyez, il y a une adaptation moderne, mais on a quand même cette atmosphère-là, cet endroit-là qui prend beaucoup de place et qui semble avoir une influence malfaisante sur plusieurs des personnages. Jane Austen étant Jane Austen, elle a fait une parodie des romans gothiques dans Northanger Abbey. Et ça, elle est en français, cette édition-là. C'est chez Hauteville et elle est hyper belle, elle est hardback. Ah oui, s'il y a des éditions que vous trouvez belles puis vous voulez savoir c'est quoi, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je reviens donc. Jane Austen a fait une satire des romans gothiques qui étaient très très populaires à ce moment-là et elle a mis le truc un peu plus gros. Et dans Northanger Abbey, on a une héroïne qui lit beaucoup de ce type de roman-là et qui arrive dans une nouvelle maison qu'elle trouve un peu étrange et elle va s'imaginer toutes sortes de choses. Est-ce vrai ou pas? Sachant que c'est une satire, bref, je vous laisse deviner. Mais on retrouve encore une fois toute la plume, toute l'ironie, tout l'esprit de Jane Austen. Moi, j'avoue que c'est pas mon préféré. J'ai un peu moins aimé celui-ci et Mansfield Park. Mais c'est Austen, fait que ça passe quand même. Autre œuvre sur laquelle je vais avoir de la difficulté à en dire beaucoup parce que je l'ai lu il y a extrêmement longtemps, c'est une nouvelle d'Edgar Allan Poe qui s'appelle La chute de la maison Usher, qui est une nouvelle assez courte. On a à peu près 20 pages dans ce recueil-là. J'aurais dû la lire avant de tourner la vidéo, hein, parce que j'ai vraiment de la difficulté à vous en parler. Mais je me souviens encore une fois d'une maison étrange qui était en décrépitude et qui semblait avoir un effet particulier sur ceux qui étaient dedans. Je me rappelle aussi qu'il y avait vraiment des éléments climatiques qui aidaient à l'atmosphère dans cette nouvelle-là. Mais Edgar Allan Poe, moi, j'aime ça. Il faudrait vraiment que je les relise. En fait, je vais me hyper moi-même. Un autre qui est très, très, très connu, j'ai Rebecca de Daphné du Maurier. En fait, plusieurs romans de Daphné du Maurier pourraient fitter. Ma cousine Rachel, ouais, dans Ma cousine Rachel, il y a des éléments gothiques aussi. Aussi dans La maison du rivage, la maison sur le bord de l'eau, quelque part, il me semble qu'il y avait des éléments gothiques. Mais dans Rebecca, ils sont quand même beaucoup plus clairs. On a une jeune narratrice dont le nom ne nous sera jamais révélé, qui se marie, encore une fois, avec un homme beaucoup plus riche qu'elle. Et quand elle arrive dans la maison, elle a vraiment de la difficulté à faire sa place car semble planer le fantôme de la première épouse, Rebecca. C'est d'ailleurs son nom à elle qui est le titre du roman. Et dans ce roman-là, on a Mrs. Danvers. C'est-tu dans lui? Je mêle les choses dans Jane Eyre puis dans Rebecca des fois. Mais Mrs. Danvers, il me semble c'est dans Rebecca. Qui est une gouvernante, mais épouvantable. Moi, c'est elle qui me faisait plus peur dans tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Rebecca? Qui est ce personnage-là? Pourquoi elle est encore si présente? Et on a notre héroïne qui n'a jamais vraiment rien vu de la vie, qui va se retrouver dans cette maison-là. Et encore une fois, on a les émotions qui montent. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est la réalité? On a tout ça. Moi, c'est un roman que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. En fait, j'aime tout ce que fait Daphné du Maurier de façon générale. Je trouve que l'atmosphère est parfaitement réussi. Genre, tellement qu'après toutes ces années, on dit juste le mot Manderley, puis je repars. On pourrait également trouver quelques éléments gothiques dans La morte amoureuse de Théophile Gautier,
il a quand même fallu que je cherche pour trouver des trucs français, des trucs qui n'étaient pas traduits de l'anglais. Donc, c'est beaucoup moins sombre, La Morte amoureuse, que Dracula ou que les autres romans de vampires, plus typiquement gothiques. Mais on a un prêtre qui semble hanté par une certaine figure. Et je ne sais pas du tout si c'est ce que l'auteur voulait dire, mais moi, j'ai vraiment vu la peur de la femme chez un ecclésiastique. Là. Je trouvais que c'était vraiment bien représenté là-dedans. C'est une nouvelle que j'avais beaucoup aimée d'ailleurs, La Morte amoureuse. Mais c'est quand même moins fréquent, entendons-nous. Autre roman que j'avais beaucoup aimé, c'est La Dame en blanc de Wilkie Collins, qui était un bon ami de Dickens. D'ailleurs, est-ce que Dickens aurait écrit un roman qui pourrait être gothique? Pas tant, hein? Me semble pas. Il y aurait peut-être eu le manoir dans Great Expectations qui aurait eu du potentiel, mais ils sont pas beaucoup là. Peut-être les fantômes d'un conte de Noël, mais pas tant. Bref, non, je pense pas. En tout cas, si vous le savez, commentaire. Donc, dans Wilkie Collins, on a moins l'aspect simplement une maison, on a moins cet aspect-là, vu que la première apparition de la Dame en blanc, elle est sur une route, mais notre protagoniste va se retrouver pris quand même avec des personnages qui sont très particuliers. Le comte Fosco là-dedans, le personnage m'énervait, tellement charmant. Mais ça mélangeait quand même un côté gothique, un côté psychologique, vu qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y en a avec la santé mentale des personnages. Il me semble qu'il y avait un asile là-dedans, puis quand même des maisons de campagne qui faisaient peur. Mais quand on sait comment les femmes qui avaient des troubles de santé mentale étaient traitées à l'époque, ça peut vous donner quand même une idée. Mais il y a vraiment des vibes gothiques là-dedans. Il y a également des vibes gothiques dans le portrait de Dorian Gray. Encore une fois, on n'a pas cette maison où on est pris tant que ça, mais on a ce portrait-là qui semble avoir une emprise, une influence sur les personnages. On a des émotions qui sont exacerbées. Là-dedans, on a donc Dorian Gray, un jeune Apollon beau comme un dieu, qui ne semble pas vieillir. Et on a des personnages qui le voient évoluer. On a un peintre qui s'appelle Basil, si je me rappelle bien, un de ses amis un peu décadent, Lord Wotan, et tous les deux sont fascinés par le personnage de Dorian Gray. Dorian Gray qui semble parfait à tout abord, mais on se rend compte que de plus en plus il va tomber dans le vice, mais ça semble pas avoir d'influence sur lui. Pourquoi? Tout le monde le sait, hein? Pourquoi je le dis pas? Mais je le dis pas quand même. C'est un roman que j'avais adoré, mais moi j'adore Oscar Wilde. Avant d'arriver dans les trucs plus récents, j'ai ajouté aussi certains romans qui partagent certains codes avec le roman gothique, mais pour une raison ou une autre, j'étais pas sûre que c'était vraiment gothique. Dans les premiers que je vais vous présenter, on a l'endroit qui semble prendre le pouvoir, la maison, le sentiment de claustrophobie. Je l'ai-tu dit qu'il y avait un sentiment de claustrophobie qui était supposé avoir? Ouais, il y en a un. Donc, entre autres, dans Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux, on a ce sentiment-là dans l'opéra. Oui, on va ailleurs, mais quand même, dès qu'on entre dans l'opéra, on sent qu'il y a quelque chose qui nous regarde, on sent vraiment qu'on est sous l'influence du fantôme. On a encore une fois les personnages assez typiques, la jeune ingénue, le héros qui veut la sauver, et notre gros méchant qui est le fantôme de l'opéra dans tout ça. J'ai lu ce roman-là quand j'étais adolescente et ce qui m'avait fait le plus triper dans tout ça, c'était l'opéra en soi. J'étais encore jamais allée à Paris et c'est la seule chose que je voulais vraiment voir lors de mon premier voyage à Paris, l'opéra. Je voulais voir Notre-Dame aussi, à cause de Victor Hugo. Mais bref, l'opéra, ça me fascinait. Donc, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est vraiment l'atmosphère de l'opéra. J'ai aimé aussi la course-poursuite, d'où venait ce personnage-là du fantôme de l'opéra. Même s'il y a beaucoup de codes du roman policier, puis si je le relis aujourd'hui, ben, je me dis que bon, il y avait quand même certaines choses là-dedans qui étaient assez évidentes. On a des éléments qui sont vraiment stéréotypés, donc ça passerait pas nécessairement aujourd'hui, mais c'est un roman qui a été écrit il y a un petit bout de temps, donc il faut se remettre dans le contexte. Mais il y a quand même cette ambiance gothique dans Le Fantôme de l'Opéra. Dans Agatha Christie, qui est quand même beaucoup plus légère de façon générale, j'ai quand même relevé dans Ils étaient 10 plusieurs éléments qui relèvent du gothique. On est sur une île, ils sont pris, ils peuvent pas sortir de là. La maison semble tuer les personnages les uns après les autres. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière tout ça? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de maléfique? Donc oui, il peut cocher certaines cases. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de base, ce sont 10 personnes, il y a des motos dans la rue, I'm sorry, qui ne se connaissent pas et qui sont appelées dans une maison par une mystérieuse invitation. Et quand ils arrivent là, ben, leur hôte n'est pas là et ils disparaissent les uns après les autres. Donc au départ, ils étaient 10. Il devrait faire changer son muffleur.
Finalement, dans les romans plus anciens, je vais vous parler de Les Envoûtés de Witold Gombrowicz, qui est un auteur polonais. Ce roman a été écrit pendant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, il a été commencé en 1939 et il a été fini beaucoup plus tard. Les derniers chapitres ont été retrouvés beaucoup plus tard. Un roman polonais, Deuxième Guerre mondiale, ça peut faire peur, mais pas du tout. Ici, c'est hyper accessible et on retrouve plusieurs des codes du roman gothique. On a donc un jeune homme qui arrive dans un domaine polonais et tout de suite, on se rend compte qu'il y a des vibes particulières. C'est une famille qui est ruinée, qui doit accueillir des autres. On a à côté un château où il y a un prince qui semble perdre la raison. Certains personnages semblent être à la fois attirés et avoir une répulsion l'un envers l'autre. On est vraiment dans la dualité. Et il y a une vieille cuisine où il semble se passer des choses assez particulières. Il y a limite une entité malveillante, des fantômes là-dedans. On parle d'identité, de culpabilité. Des personnages explorent un peu leurs limites. Des fois, ils se perdent un petit peu, autant dans leur tête que dans le fameux château plein de passages secrets et de recoins. Un jour, je voudrais y aller, un genre de château comme ça. Tu sais, des escaliers qui mènent nulle part, là, il me semble, ça m'attire. Donc, ici, on a un mix de romans noirs, de gothique et d'un peu d'humour. Ça passe super bien, puis il est moins connu, je le recommande. Dans les romans plus modernes, le gothique est utilisé de façon parfois un peu différente. Je pense à la série des sorcières de Anne Rice, qui est une de mes séries préférées, où on a clairement une maison où il se passe quelque chose, on a une lignée de sorcières, on a une entité qui semble prendre possession des membres de la famille, on a une légende, une histoire familiale incroyable. Sérieux, là, si vous êtes comme moi, vous allez vous amuser à faire l'arbre généalogique pendant des semaines avant de réaliser que ça existe sur Internet. Sauf que quand je l'ai fait, probablement qu'Internet n'existait pas. Mais bref, la famille, là, les Mayfair, c'est tellement capoté, tellement berlificoté. C'est 3 gros tomes, mais c'est fascinant. C'est ce que j'ai préféré de Anne Rice. Puis, il est quelque part par là, mais il est beaucoup trop loin pour que j'aille le chercher. On va donc continuer avec La femme en noir de Woman in Black de Susan Hill, qui est beaucoup plus récent, celui-là, mais qui, je trouve, a réussi à capturer l'atmosphère particulière des romans gothiques. Donc, on a un jeune attorney, solicitor, et je perds mon français. Il est appelé suite à la mort de l'habitant d'une étrange maison et il va devoir y aller. Mais quand il va y aller, il va voir quelque chose qui va le déstabiliser et personne ne semble vouloir en parler. Moi, ça m'a fait peur, mais je suis vraiment peu heureuse, mais ça m'a vraiment, vraiment fait peur. Mais c'est tout petit. Puis une lecture le soir à la chandelle, je trouve que ça passe vraiment très, très bien. Ouais, quand je veux me faire peur, je sors les chandelles. Ça sent bon en plus. Un roman que j'ai lu adolescente et que vous allez revoir passer dans ma pile du Black November parce que je veux le relire, ça fait trop longtemps. J'en garde pas tant de souvenirs, puis je voudrais écouter la série. Fait que je veux relire le livre avant d'écouter la série. Mais c'est The Haunting of Hill House de Shirley Jackson et c'est une maison hantée. Je pense que la plupart d'entre vous en savent plus que moi sur cette maison-là. Mais maison hantée, ça fait assez gothique habituellement. Surtout que de la même autrice Shirley Jackson, moi j'ai lu et adoré Nous avons toujours vécu au château. C'était pratiquement un coup de cœur. Et c'était bien ce roman-là. Donc on a 2 sœurs qui habitent dans une maison encore une fois isolée. Elles vont pas souvent au village, elles n'ont pas des rôles très traditionnels non plus. Et dans la maison, il s'est passé un drame. Que s'est-il vraiment passé? Peut-on se fier à la narratrice? C'est un roman qui a une atmosphère très, très oppressante et qui, pour moi, a été extrêmement intéressant. Donc, je vous le conseille. Est-ce que j'ai vraiment mes lunettes sur la tête depuis le début? Ça a l'air fou de les enlever maintenant. Ils vont rester là. Je suis désolée. Si vous aimez la vidéo, je vous invite à faire un pouce en l'air, ça fait plaisir. Et si vous voulez voir davantage de contenu du genre, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur la Dark Academia et j'en ai d'autres en tête. Donc, si vous voulez vous abonner, je pense que c'est le bon moment. J'en profite également pour vous mentionner la vidéo de Cédrina sur les romans gothiques. Si vous l'avez déjà vu, vous allez voir qu'il y a des choses qui se recoupent un petit peu parce que Cédrina et moi avons beaucoup de goûts communs. Donc, je vous mets le lien soit en haut, soit en bas pour que vous ayez accès à cette vidéo. Bon, je vois que ça fait un petit bout de temps que je parle et j'ai vraiment pas fini. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter la vidéo maintenant et je vais vous publier une partie 2 à un moment donné. En fait, ça aurait été cool si j'avais séparé ça avant. Ça aurait pu avoir 2 thèmes, mais je l'ai pas fait. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas et à la prochaine. Bye!